En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe au quotidien les relations entre les acteurs du foot français ayant des enjeux à l'international. Aujourd'hui, notre invité est Marc Honnet, un des premiers académiciens de la fameuse académie fondée par Jean-Marc Guillot en 1993. Je vous laisse découvrir ce bel échange. Bonne écoute. Bonjour Marc Honnet, comment tu vas? Bonjour, tout va bien, Ouais, merci. Je suis très content, merci à toi. On est chez toi, tu m'as accueilli ici à Abidjan. Avec plaisir, Ouais. ça fait plaisir. Tu viens de quelqu'un qui m'est familier. C'est ça, on peut le saluer. Voilà, tonton Régis, c'est comme un tonton. C'est ça, Régis Donc, Laguesse. Régis Laguesse, qui est quelqu'un qui a vécu notre histoire avec nous à l'académie. C'est Donc, ça. c'est quelqu'un de la famille, voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, on le salue Régis. Voilà, tu l'as tout de suite mentionné. Vous avez, justement, toi, tu es un ancien académicien. Déjà, il y a le mot académicien ici en Côte d'Ivoire. Alors, il y a beaucoup d'académies qui ont été créées après, mais les académiciens, vous êtes que l'académie avec Jean-Marc Guillot des années 90-2000. Et donc, voilà, toi, tu as été dans cette fameuse académie, dans la première promotion. Tu es un des premiers. Je suis même le capitaine de la première promotion, en fait. Voilà, je suis le capitaine. Ouais, Je suis l'un des premiers. Je fais partie des 8 premiers qui ont été sélectionnés. c'est ça. Effectivement. Ouais. Et donc, on va parler de ça parce que c'est quand même dans le foot africain, foot ivoirien, il y a eu un avant et un après cette académie, ces générations de joueurs qui ont vu former des grands noms du foot ivoirien, du foot africain. Vous avez tout gagné parce qu'on dit c'est des personnes qui ont peut-être levé les coupes, mais vous êtes une famille et ça, je trouve, c'est important et on le ressent quand vous en parlez. Je voulais parler un peu de justement cette arrivée. En 93-94, Jean-Marc Guillot décide de créer cette académie parce qu'il voit du talent en Côte d'Ivoire. Et on parle beaucoup quand on parle de cette académie, j'aime bien, c'est le début, c'est la sélection. Lui, il mise beaucoup quand même sur il faut des talents à la base. Et comment la détection, voilà. Et comment ça s'est passé, ces détections, toi, quand tu étais gamin, comment tu les as vues venir et comment tu as participé à ces détections, vu qu'on parle tellement de ces détections? Bon, moi déjà, c'est extraordinaire, moi, ce qui s'est passé, parce que au moment même où le coach faisait les matchs dans mon quartier de détection, à Abidjan, ouais. à Koumassi, moi je suis de Koumassi, en ce moment-là, moi j'ai 10 ans et il est en train de faire un match de détection. Et en ce moment-là, je suis pas là. Je me rappelle très bien, j'étais à côté de ma maman qui vendait l'aloco, la banane frite. J'avais faim, je voulais manger un peu d'aloco, tu vois. Et comme il était, je crois, c'était vers 4 heures du soir, 16 heures et tout. Et il y a un gamin, un jeune, bon, j'étais déjà jeune, donc il y a un qui vient, qui est plus jeune que moi. Un petit du quartier qui me dit, ah, mais il y a un blanc qui prend les joueurs pour aller en Europe. Bon, il fait là, bon, à l'époque, nous, aller en Europe pour jouer au foot, c'était pas notre truc. Et puis moi, j'avais 10 ans. Donc, il me dit, oui, mais vas-y, ils sont en train de faire avec Zahri Mamadou, qui était à l'époque l'entraîneur de la Seine Mimosa. Je suis pas allé. Et une demi-heure après, c'est son frère, son grand frère, qui passe et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais tout le monde te cherche, le quartier. Je savais que t'étais... Parce que, en fait, moi, j'étais déjà très connu dans mon quartier. Je faisais des tournois de quartier qu'on appelait des comités. Les week-ends, j'en faisais 2, 3. On venait me chercher. Moi, j'ai fait la mise au vert. J'avais 9 ans, vous vous rendez compte? Parce qu'il y a un président qui dit, faut que je sois là, sinon, ils vont venir me piquer. Il m'a bloqué, il m'a pris, j'ai dormi chez lui. Donc, le foot, c'était déjà toute ma vie. Ah ouais, incroyable. Tout le quartier savait. J'étais peut-être l'un des plus talentueux, sinon, tu vois, parce qu'à l'époque, les jeunes joueurs n'étaient pas connus. Donc, lui, il me dit, mais vas-y. Et ma mère me dit, bon, vas-y, si tu pars, tu reviens, je te donne la loco. Donc, je pars et j'arrive à la fin. J'arrive, il reste, je pense 5 minutes parce qu'il siffle après. Et quand j'arrive, il y a mon frère qui me pousse un peu à jouer. Tu vois. Je suis un peu timide, je vois le blanc, le coach, les grands, Zahri Mamadou, je suis impressionné, mais je vois mes copains qui jouent, des mecs qui jouent et tout. Et à un moment donné,
je sais pas ce qui s'est passé. Tu as toute la foule, mais vraiment toute. Il y avait plus de 300 personnes, hein, parce que c'était organisé, les mecs qui venaient, il y avait du monde. Et tu as toute la foule qui scande mon nom. Ah ouais. Mais je sais pas ce qui se passe. Il y a Jean-Marc qui dit, mais c'est qui? Parce que les gars, ils disent qu'il faut qu'ils jouent. Incroyable. Et là, tu as mon frère qui me pousse. Et tu me pousses sur le terrain. Et moi, je suis là, le coach qui me dit, mais joue. Ok, je joue. Et je touche le ballon 2 fois. Je défends bien 1 fois. Bon, il siffle la fin. Et il me met dans les sélectionnés, les présélectionnés pour l'académie. Voilà, parce que lui, il allait en chercher dans des quartiers. Parce qu'il allait vraiment dans la masse. Il les ramenait après. Il a fait une première sélection dans les quartiers. Il a vu plus de 10 000 gamins. Ouais, c'est ça. 10 000 gamins dans tous les quartiers d'Abidjan. Il a fait. Ensuite, il en a sélectionné pour faire un passage aussi à la SEC, au centre de la SEC. Et là, on passait les week-ends. Et à partir de là, je pense qu'il en a vu une centaine. Et là, il en sort 8. Incroyable. Voilà, il en sort 8. Et moi, je fais partie de ces 8 joueurs. Ok. Les 8 premiers. En étant plus jeune, 2 ans de moins, parce que j'étais déjà précoce aussi. Des étos. Il y avait, je crois, d'autres joueurs qui sont peut-être moins connus. Après, Romaric est venu. Après, Junior, Kolo, Aruna. Voilà. Mais on fait partie sinon, Baki faisait partie des 8 premiers. Ok. Baki faisait partie des 8 premiers. Il y avait un autre là qui s'appelait Secreto. Voilà. Et là, donc, tu es sélectionné. Il dit, voilà, faut rester ici. Non, là, si tu veux, on est sélectionné. Voilà, on dit aux parents, on est pris par la SEC, le blanc, il a pris. Bon, donc, on va s'entraîner. On sait pas ce que c'est, on sait pas. Nous, on partait à l'école. Donc, pour nous, c'était d'abord le plaisir, c'était loisir, même si on avait des rêves quand on voyait les grands joueurs à la télé, mais c'était pas structuré dans notre tête. Et c'était pas structuré autour de nous. C'est ça. Tu vois. Jamais, tu ne savais même pas comment arriver à là. Il n'y avait pas de parcours. Mais notre rêve, c'était de jouer à la SEC. Notre rêve, c'était de faire carrière à la SEC. Donc, on savait pas tout ça, mais on partait les mercredis, parce qu'on n'avait pas cours les après-midi, et on partait les samedis. Le week-end, samedi, c'est comme ça. Samedi, ouais. C'est pas une académie, non, au début, c'était comme ça. On partait, il y avait un cas qui venait nous récupérer. On partait samedi, il y a un cas qui venait nous récupérer. Et tout de suite, il a dit, bon, je vais le prendre plus souvent. Ah ouais. Donc là, il faut plus d'entraînement. Là, il a pris 2 instituteurs. Il nous a mis sur des cabanes là. Il dit, vous, enseignez culture générale, voilà. Et nous, on venait, on passait la journée, on restait là, on partait manger. Il y avait un village à côté. Un village. Mais là, c'était à Solbeni déjà? C'était à Solbeni. Okay. Et on partait manger au village parce qu'il n'y avait rien à Solbeni. À l'époque, il y a Solbeni. Mais il y avait la SEC déjà là-bas? À Solbeni, il n'y a qu'un terrain de foot et tu as des vestiaires. Les bureaux même étaient au plateau. Tu avais des vestiaires, douches, bon, voilà, c'est tout, quoi. Le bureau du enfin, du coach, du truc, bon, mais t'avais pas grand chose. Donc, après, on fait ça à Solbeni, mais à un moment donné, on venait tous les jours. À un moment donné. Et là, il dit, bon, ok, il fait l'internat. Il dit, je vais faire l'internat. D'abord, on a commencé à manger sur place. Ouais. Donc, on partait plus au village. On mangeait sur place, on restait. Après, il a fait les classes. Donc, on partait en classe. Et après, derrière, l'internat. Ok. Dormir là-bas. On dormait là-bas maintenant. Ah. Voilà. Donc, là, on dormait. Ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit parce que même lui, il savait pas. Lui, il savait où il partait, mais c'était pas très bien structuré. Et puis, je pense que la qualité a fait qu'il dit, il faut que je mette ça dans les meilleures conditions. Donc, il se battait et tout parce que bon, voilà, c'était un grand joueur. Mais il n'avait pas gagné beaucoup d'argent non plus, tu vois. Mais il était très structuré déjà dans la tête, quoi. Ouais, en avance, même en tant que joueur, on dit souvent qu'il était en avance sur son temps. Et voilà, donc c'est comme ça. Et donc, et ce qui est assez incroyable, après il y a 1000 histoires, mais c'est que lui, dès le début, il vous parle d'un objectif qui n'est pas de jouer à la SEC. C'était pas son objectif. Lui, c'était, vous allez être les futurs joueurs de la sélection de la Côte d'Ivoire, vous allez jouer en Europe. Il vous mettait ça dans la tête à des enfants de 10, 12 ans. C'était son seul objectif. Ouais. En fait, si tu veux, moi,
je l'entends, avec Zéto, on l'entend avant les autres. Parce que quand il nous prend dans les 8 premiers, à un moment donné, ça n'a pas duré. Hein. Après 3 mois, 2 mois peut-être, il y a sa femme qui demande à nous adopter. Tu vois? Okay. Donc elle demande à l'éducateur qui était avec le coach. L'éducateur, il va voir les parents. Nous, on ne demande pas notre avis. Notre époque. Hein. Non, on ne demande pas notre avis. Bon, on était déjà allé manger une fois. Donc, on était bien. On vient des quartiers difficiles. Donc, on était bien. Je me souviens, Zéto, il ne savait plus faire la multiplication parce que le poulet sentait tellement bon sur le coach. Donc, okay. Je me suis tellement barré ce jour-là. Mais on avait envie, bien sûr, mais ils sont allés voir les parents. Les parents ont dit, prenez-les. Il n'y a pas de problème parce que nous, on est 10 enfants. Ouais. Tu vois. Donc, Zéto aussi, c'est, voilà. Et puis bon, c'est aussi une réalité aujourd'hui. C'est vrai, même si les choses ont un peu changé. Moi et Zéto. Ok. Zéto, il a été pourquoi ça, c'est peut-être simplement parce que c'est ce qu'elle a voulu, sa femme. Je pense qu'elle nous a choisi. Bon, elle est mieux placée pour donner les raisons, mais bon, ça s'est bien passé, quoi. Tu vois? Donc, mais de toute façon, toi, tu étais à l'internat. Voilà. Oui, mais après, quand il y a l'internat, je reste à l'internat. Je reste à l'internat. L'internat, mais c'est fait un peu après. Mais nous, on était déjà avec le coach. Mais vous n'étiez pas les chouchous, justement? Non, parce que si tu veux, justement, c'était pas toujours facile. Mais on était intelligent avec Zézé. On était intelligent, on savait rester à notre place. Tu vois? Évidemment que des fois, ça peut revenir, mais on a toujours eu même j'ai jamais vécu de la jalousie. Je n'ai jamais vraiment vécu ça parce que même les gars, ils venaient à la maison. Des fois, on invitait on invitait l'autre. Des fois, le coach, il invitait, il faisait des tournois. Bon, voilà. Donc, des fois, voilà. Mais nous, c'était une chance. Mais c'est ça, c'est parce que quand même, dans les académies, on parle beaucoup, tu sais, c'est quand même, vous étiez des enfants, après des adolescents. Mais, même si j'imagine il y a toujours des histoires, mais j'ai l'impression que c'est quand même une grande famille. Après, c'est facile de le dire après, surtout quand le projet a marché. Mais il y avait une bonne ambiance, non? J'ai l'impression comme ça quand on parle, quand je vois les anciens de l'académie. Non, mais c'était une expérience. Il y aurait pu avoir adolescents, des jalousies, des choses, mais là, on le sent pas trop. Non, parce que si tu veux, quand ce projet a démarré, il n'y avait pas tout ce qui est aussi toxique aujourd'hui. Tu vois? Il n'y avait pas ses agents, il n'y avait pas ses parents, il n'y avait pas l'oncle, il n'y avait pas même, si tu veux, il n'y avait pas même de la jalousie que tu peux recevoir même dans les familles parce que personne ne sait où ça vous emmène. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Donc, on ne vient pas te polluer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient se positionner parce qu'il sait que non. Donc, nous, c'est la chance qu'on a eue. Ce projet a marché simplement parce que justement, on a été comme une famille. Sinon, il n'aurait pas marché. Et aujourd'hui, de toutes les façons, aujourd'hui, les plus grands coachs, ils demandent aux joueurs d'être une famille. Quand les joueurs du Real, ils se sentent autour d'Ancelotti comme des enfants, et lui, comme un père avec des responsabilités, ça change tout. Jürgen Klopp, tu vois comment il est avec ses joueurs. Guardiola, il commence à le faire. Mais c'est ça qui a fait notre force. Le fait, justement, qu'on soit une famille. C'est ça qui a fait que ça marchait après. Donc, ça pouvait pas, je t'ai dit, ça pouvait pas ne pas marcher. C'était impossible. D'autant plus que on avait de la place. Il faut être honnête, il n'y avait pas d'autres académies. Donc, forcément, c'est comme aujourd'hui, ceux qui sortent d'une école comme Harvard, bon, ils sont sûrs d'avoir du boulot. Oui, c'était ça. Voilà, parce que, au-delà du nom, mais nous, il n'y avait pas de nom, mais la qualité était visible. Mais on pouvait pas nier la qualité. Surtout que vous avez très jeune, vous jouez des fois contre des gens beaucoup plus grands, des adultes, et vous les battiez. Et donc, en Côte d'Ivoire, on en parlait très tôt. Vous étiez jeunes stars, en fait. Très tôt déjà. Dans vos quartiers, quand vous rentriez, vous étiez les stars. Très tôt. Très vite, en 2-3 ans. Ça allait très vite. Parce que, justement, dans les quartiers, tous ceux qui venaient jouer contre nous, c'est eux qui ont fait notre promo, ce sont les matchs. Quand ils venaient jouer contre nous, quand ils repartaient, c'était, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Et on commence à parler des académiciens, parce que le coach, il organise un tournoi, tu vois, il organise un tournoi où on reçoit tout le monde, donc il y a des résultats.
On parle de certains joueurs, mais lui, c'est un précurseur. Lui, aujourd'hui, ce que tous les clubs veulent faire avec les réseaux sociaux, lui, il le faisait avec un journal. Et en plus, il était rédacteur en chef. Il était bon en communication. Il était bon en communication parce qu'il se connaissait son sujet. Il connaissait son sujet, tu vois. Et pour lui, c'était comme c'est une passion, tu vois. Donc, comme tu dis, on était déjà des stars. Mais Zézéto, putain, Drogba, en ce moment, depuis 3 ans, surtout avec sa candidature, on en a beaucoup parlé. Ça lui a fait de la promotion. En tout cas, moi, je trouve. Et c'est bien. Ça lui a fait de la promotion. Mais Zézéto était peut-être le joueur le plus connu dans... Ah ouais. Enfin, avant cette Zézéto, histoire de l'icône Drogba, il y avait Zézéto. Il y avait Zézéto. Mais à 18 ans, Zézéto. Il n'était même pas encore en Europe. Hein. Il était déjà international. Junior était international. D'ici, ils n'ont pas besoin d'aller jouer à Lorient ou à truc pour être international. Non, il y avait... Donc, c'est tous ceux qui voyaient, il y avait le respect, l'estime. Juste parce que vous jouez bien au foot, il n'y avait ni une question d'argent, parce que vous n'avez pas encore gagné de l'argent, loin de là. Il n'y avait pas des agents. Des gamins qui jouaient bien au foot et vous étiez stars parce que vous jouez bien au foot. Mais parce que lui, il nous a préparé pour jouer la Coupe du Monde. Ouais. C'est ça, tu me disais. Il vous a dit dès le début, il vous disait ça. Mais c'est comme, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est très intéressant parce que, en fait, quand tu fais tout ce qu'il faut, tu as l'impression que les étoiles s'alignent après. Mais en fait, c'est parce que tu t'es donné tous les moyens. Moi, je me souviens quand on me prend en sélection. Mais j'ai pas joué depuis des années. Je fais la moitié de la saison. La deuxième partie, tu as Henri Michel qui veut voir Romaric. Parce que Romaric est international déjà en étant à la SEC. Bon, c'est un joueur de GMG. Donc, nous-mêmes, on était déjà en concurrent. Il vient voir Romaric, il me connaît pas. À la fin du match, ce jour, il y avait le sélectionneur de l'équipe nationale même de la Belgique. À la fin du match, il dit, Jean-Marc, mais c'est qui le joueur? Moi, c'est lui que je veux prendre. Jean-Marc dit, mais c'est mon fils. Il dit, mais comment ça, c'est ton fils? Donc, il dit, donc le coach, il m'appelle. Il me dit, Henri Michel, il veut te prendre. Je dis, mais coach, je veux jouer pour la Belgique parce qu'ils veulent me prendre. Je peux pas, je détestais la fédération en quelque sorte, tu vois, parce qu'il m'avait... déjà joué à Beveren? Non. Non, là, j'avais fait 6 mois seulement. Mais avant ça, j'étais un joueur qui était bloqué par la SEC, par la fédération. Bon. La fédération m'a empêché de jouer pendant 2 ans, gratuitement. Mais pour rien. Donc, j'en voulais, bien sûr, je les en voulais. Je dis, mais attends, je vais jouer au foot, c'était difficile. Bon, les parents commençaient à s'inquiéter. C'est beaucoup, hein, 2 années. C'est ça. Toi, tu as eu cette voilà. T'aimes pas dire malchance parce que quand même c'est une histoire c'est une très belle histoire, c'est un parcours incroyable. Mais toi, à 17 ans, tu as été un peu bloqué pendant 2 années, tu n'as pas pu vraiment jouer, ni ici à la SEC, ni après quand tu es arrivé en Belgique, parce que tu es arrivé un peu plus jeune, tu n'avais pas encore 18 ans. Donc pendant 2 ans, à des âges où il faut jouer, toi tu n'as pas joué. J'ai pas joué. Mais quand même, parce que je vais rembobiner un peu, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Marc Guillou, pour vous donner une opportunité de jouer en Europe, il trouve cette histoire-là, peut-être tu vas mieux l'expliquer après, mais il rentre dans un club en Belgique, Beveren, et il arrive, parce que c'est un pays où tu peux faire jouer plus de... il n'y avait pas de quota de joueurs étrangers, et donc là il fait ramener toute cette première génération de joueurs de l'académie à Beveren, et vous vous retrouvez à être quasiment 10 joueurs titulaires sur 11 à représenter l'équipe de l'Académie de Côte d'Ivoire représente l'équipe de Beveren quasiment à la totalité. Exactement. Et toi, t'es arrivé, toi, tu étais un peu plus jeune, donc tu es arrivé un petit peu après. Il y a une première génération. Et ça marche, en fait. Au bout de quelques temps, ça marche. Et toi, tu joues dans cette équipe. Et c'est incroyable quand même que des Ivoiriens arrivent à Beveren, Belgique, un peu d'une petite ville qui vous voit arriver. Choc des cultures totales, j'imagine. C'est vrai. Et comment tu l'as senti ça? Comment vous étiez, comment vous le viviez? C'était difficile ou vous réfléchissez pas? Bon, moi j'avais forcément un autre angle de vue parce que j'avais été adopté par des Français, des gens qui ont une autre culture. Donc, je fréquentais déjà des étrangers, tu vois. C'est vrai, on a eu cette tournée en 97, on était focalisé sur le foot. Mais partir vivre, quand on est jeune joueur comme ça, en Europe, on part
visiter une autre culture. Donc, moi, je m'étais déjà imprégné de cette culture européenne. Donc, forcément, je le dis, je veux pas, ce que moi, comme je l'ai vécu, c'est différent, je pense, de tous les autres. Tu vois, je pense que c'est logique. Mais moi, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a jamais touché, honnêtement. J'avais tout de suite compris que il y avait un choc de culture, évidemment, mais il y a beaucoup d'ignorance. En ce qui concerne nous qui venons d'Afrique, on n'a pas les mêmes réflexes. On n'a pas les mêmes réflexes. Et les Européens, vis-à-vis de nous, ils n'ont pas les mêmes, on les perçoit pas de la même façon. Tu vois. Et c'est vrai que beaucoup ont parlé, pour être clair, oui, mais les Flamands sont racistes. Ils sont, bon, pour moi, je le dis honnêtement, je l'ai pas vécu comme raciste. Et pour moi, je ne vis pas le racisme. Je ne connais pas le racisme. Je le dis aujourd'hui, d'autant plus que je suis allé plus loin que la Belgique. Je suis allé en Russie. Et en Russie, on me dit, mais ils vont te tuer là-bas, on tue les Blacks. Mais c'est terrible. On m'a dit la même chose pendant que j'étais en Grèce. Mais moi, je me suis fait que des amis. Il y a de la maladresse. Il y a de l'ignorance, tu vois. Donc, en ce moment-là, évidemment, j'avais moins d'expérience. Mais déjà, moi, je le vis. J'entends ce que les autres ils disent. Je vois ce qu'ils ressentent, tu vois. Mais je me dis simplement que on aurait dû peut-être mieux accompagner cet aspect extra-sportif qu'on a pu rencontrer en Belgique. Parce que c'est de l'extra-sportif. Parce que sur le terrain, ils venaient au match. Ouais, ils étaient pour l'équipe. Mais ils venaient au match. Quand on gagnait, ils étaient contents. Ouais. Donc, ils nous respectaient. Ils respectent notre talent. Seulement que, voilà, il y a des gens qui ont des réflexions, des fois, parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont pas contents, mais ça existe aussi chez nous, hein. Ça existe. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça. Au contraire, j'ai vécu que des choses positives. Honnêtement, après les différends avec des personnes individuelles, mais on en rencontre ici aussi. Tu vois. Voilà. Et justement, mais en plus, niveau footballistique, ça marche très bien et donc ça aide aussi. Parce que vous faites une finale de Coupe de Belgique. Forcément. Alors pour une club qui n'avait jamais fait de... Je ne sais pas s'ils avaient déjà gagné, mais en tout cas, vous les emmenez, vous, les Ivoiriens, en finale de Coupe de Belgique. Toute la ville était dehors. Régis me disait que tout le monde chantait « On est tous noirs à Beverly ». Mais aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un joueur à Beverly en ce moment. Ah ouais. J'ai le contact avec des fois les gens qui sont très proches du club, qui sont très proches des supporters. Mais aujourd'hui, je pense que tu devrais peut-être aller à Beverly. Ah ouais, il parle encore de mais aujourd'hui, c'est ça, avec du recul. Ceux qui pouvaient être contre, parce qu'on peut pas faire l'unanimité, tu vois. Ceux qui pouvaient être contre, aujourd'hui, ils ont des regrets. Et ceux qui étaient pour, ça leur manque. Mais c'est la vérité. Ouais. C'est clair, hein. Tu peux y aller, tu vas voir. Donc, au moment où cette histoire arrive, c'est inédite. Ouais. Donc, t'as pas des réactions avec autant de recul, tu vois. Des fois, oui, il y en a qui ont vécu des moments de frustration. Je peux comprendre, tu vois. Et voilà, mais on vient, voilà. Mais c'est rare, on arrive 11 joueurs sur le terrain. Des amis, à un moment donné, c'est pas évident, hein. C'est rare, c'est la première fois. Tu vois. Mais honnêtement, il y en a qui ont vécu peut-être des moments de frustration aussi. Mais moi, non. Le coach, il a eu des moments difficiles parce que surtout, il fallait décider. Donc là, oui, il faut faire tes choix dans le club et tout. Donc là, oui, là, quand tu es confronté directement à des mecs qui, des fois, et bizarrement, il va peut-être en parler. Il m'en parlait il y a même pas 3 jours. J'étais chez lui. Tu vois? Où il me disait à un moment, les mecs qui disaient, oui, les salaires, c'est pas normal que les Noirs, ils aient ces salaires-là. Et le coach, il disait, mais moi, je savais pas. Il leur a dit, mais eux, vaut mieux qu'ils aient ces salaires-là. Parce que justement, ils viennent de loin. Ils étaient bas ou ils étaient hauts? Pardon? Ils étaient hauts, les salaires, ou ils étaient bas? Non, on avait des salaires parce qu'il y avait des règlements à la fédération belge. Voilà, c'était pas les salaires, non. On était dans le truc, dans le quota, quoi. Mais eux, ils trouvaient que les salaires étaient trop élevés pour trop élevés pour oui, mais le coach, il leur a dit non, mais parce que justement, ils viennent de loin. Ouais, bah ouais. Donc,
eux, ils devaient avoir des plus gros salaires. Et les autres, moins parce qu'ils sont chez eux. Tu vois. Mais il expliquait ça, mais lui, il pourra mieux t'expliquer. Mais donc, c'est pas facile de convaincre, tu vois, pour lui. Mais pour nous, lui, non. Il devait vous protéger le groupe, protéger le projet. Et vous étiez sur le terrain. Nous, honnêtement, on va pas se plaindre. Ouais. Des fois, si on sortait pas les poubelles, ça, c'est notre faute. C'est normal. Les mecs qui sont en rade, bon, après, il n'y avait pas eu de problème. Il n'y a jamais eu d'agression. Non. Mais il y a quand même, vous avez remplacé toute une équipe. Comment c'était au début quand tous les joueurs, c'est pas toi le premier qui est arrivé, mais vous avez remplacé. Ils sont partis où tous les autres joueurs? Parce les que joueurs qui étaient là-bas. Les Belges. Ouais. Oui, mais parce qu'à un moment donné, le coach, lui, il voulait mettre un projet en place. C'est-à-dire, il voulait avoir le maximum d'académiciens sur le terrain. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faisait ses choix de pousser les autres à sortir. Mais pour être honnête, je ne me rappelle pas d'avoir vu... Non, il y a eu des joueurs intéressants, mais non, mais quand tu as Junior qui est à Abidjan, bon, il faut le faire venir. Ouais, tu peux pas le bloquer. Tu peux pas, c'est pas possible. J'ai Vigno, il est venu, même après, mais il fallait le faire venir à un moment donné, on voit sa carrière. Les autres Belges. Regarde la carrière des Blacks et regarde la carrière des autres. Bon, après, quelque part, je lui ai dit, mais lui, il savait, le coach. Il savait, donc, voilà, après, il y a des Belges qui ont joué avec nous, c'était super, on faisait tout, mais vraiment, je trouve que ça s'est très bien passé avec les joueurs, avec les autres, les Belges qui ont beaucoup appris aussi. Nous aussi, on a beaucoup appris dans le travail, dans la mentalité, on a appris. Ils nous ont beaucoup apporté, les Belges qui étaient dans l'équipe. Tu vois, après, ce qui s'est passé à l'extérieur, c'est pas important. C'est même pas important. Et même, vous qualifiez pour des Coupes d'Europe et tout ça. Voilà, après, vous qualifiez. Après, on s'est qualifié. On devient même une équipe européenne. On doit jouer contre Benfica, Stuttgart. On a pris des raclés après. Mais parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en compte. Mais on a quand même qualifié l'équipe. Tu vois, donc les gars, ils sont reconnaissants. Ça se passe bien. On a fait de beaux résultats dans le championnat. Voilà, mais après, bon, à un moment donné, les meilleurs partaient. Et voilà, après, vous êtes un peu tous, ça a commencé à chacun signer. C'est là où Yaya signe. Non. Yaya même, il part avant, 6 mois. Yaya, il part plus tôt, parce que là, on fait une belle première partie de saison. Olympiakos? Non, il part où, non, lui, il part d'abord avec Dimitri en Ukraine. Ah, d'abord. Voilà. Et en Ukraine. Et après, d'Ukraine, il part. À Monaco? Non, pas encore. Non, il part à Olympiakos. Ah oui. Voilà. Et toi, tu pars où là à ce moment-là? Moi, je reste 1 an et demi. Voilà, on essaie de trouver la solution parce que après la finale de la première année, la finale de coupe, là, je pars 1 mois à Arsenal. Donc, ils veulent me garder après. Arsenal? Pour faire un essai un peu? Oui, on est allé avec Eboué. On a fait 1 mois et ils veulent me garder. Okay. Mais le problème, je remplissais pas les conditions administratives. Okay. Et Eboué, oui? Voilà, Eboué, oui, parce qu'il s'est marié. Voilà, il s'est marié avec une Belge, tu vois. Donc, mais moi, on essayait par l'adoption de ma mère adoptive. Ils ont essayé, c'était compliqué. Ils ont voulu me faire un contrat. Après, j'ai dit, bon, on fait un pré-contrat. Et comme ça, j'ai des garanties parce qu'il y avait plein de clubs. Tu vois, des Allemands, Feyenoord. Il y avait beaucoup de clubs qui voulaient. Et vu que ça se passait pas très bien à Bévrin, j'ai voulu partir. Ouais, parce qu'on oublie un peu, on le sait pas trop, et surtout qu'après, en France, on regarde beaucoup la France, mais tu étais un des plus très talentueux, ça le savait depuis tout petit, comme tu l'as expliqué quand tu as été recruté, mais même à ce moment-là, tout le monde, tu étais un des Non, c'est vrai, c'est vrai que, bon, si... le coach, il avait le choix. J'étais le premier à qui il avait autant de choix. Hambourg, il voulait payer... Feyenoord, ils ont proposé même que je vive en Belgique pour la nationalité si je veux. Gus Hiddink se déplace jamais pour voir un match à l'époque. Et il est venu à Beveren. Tu vois. Donc ce jour, les supporters ils rigolaient parce qu'à chaque fois qu'ils touchaient le ballon, ils annonçaient des chiffres. Bon, tu vois, c'était drôle, mais c'était quelque chose. Il a voulu absolument que je parte à Arsenal. Où ça? À Arsenal. Il y avait Arsène Wenger. Il voulait absolument. Le club de Bruges voulait. Mais t'avais tout le monde, mais vraiment. Je l'ai rencontré, il m'invitait. L'entraîneur à l'époque, c'est Mathias Zamer, non? Comment il s'appelle? Qui était en Hambourg.
Ah, Hambourg. Ouais, qui était à Hambourg. Je sais En ce moment, compagnie, il avait signé. Ouais. Voilà, compagnie, Compagnie. compagnie, les journalistes nous ont demandé en Belgique. Bon, Ah, il savait, lui, il avait joué contre vous. non, mais lui, en ce moment, il est en délai et on lui demande, mais avec qui tu aimerais jouer en Belgique? Le joueur qui te fait rêver, avec qui tu veux jouer, tu vois. Donc, lui, il disait, ah, mais moi, je veux jouer bien avec Marconnet. Donc, en délai qu'il voulait, bon. Mais il n'a pas voulu. Ok. Il n'a pas voulu. Bon. Mais ça devenait compliqué, insupportable. En plus, moi, je me blesse. En plus, je me Ouais, c'est blesse, ça, tu toi, vois. tu t'es blessé. Après, Donc, ça, je il y me a un gros blesse, je arrêt. m'entraîne pas, je joue. Je m'entraînais pas, je jouais. Parce que le coach, il voulait, enfin, l'entraîneur, il voulait absolument que je joue. Donc, j'aggravais mon cas, j'allais me soigner à Londres Ouais. pour me soigner. Je faisais 3 jours à Londres, je Côté revenais. Le Arsenal. jeudi, je revenais, je joue. Bon, Ouais. ça me puissait, ça me tout. Et puis, ça se passait pas très bien. Donc là, j'ai décidé de dire, Et là, ça l'a pas fait. il faut que j'aille. Hmm. Il a dit non, faut attendre et tout. Voilà. Après, j'ai dit OK. Donc après, j'ai signé avec Olympiakos. Olympiakos, ouais. Je Mais signe grand parce club, que je quand peux même. signer. Oui, grand club. Ils peuvent me prendre libre, mais je leur dis de payer quand même le coach. Ok. Ils peuvent me prendre libre, mais je leur dis de payer le coach. Ok. Mais bon, quand je l'ai annoncé, il était fou, il voulait me tuer. Ah ouais. Mais ça, faut pas qu'on en parle. Quand t'es parti à Olympiakos, t'étais pas content. Non, il était fâché, le truc. Mais bon, après, on s'est réconcilié, il a compris. Parce qu'à Beveren, ça se passait pas bien. Avec Arsenal, j'avais pas de garantie. Ouais. J'avais pas de Et Olympiakos, ils ont fait le forcing. Olympiakos, c'était un entraîneur belge qui était à Bruges, Ouais, qui te connaissait. Ouais. qui allait là-bas. Et Ouais, puis, il t'a pris direct. Voilà, qui a voulu jouer la Champions League. Ah ouais. Et puis, il y avait Yaya. Ah, et déjà là-bas, lui, il avait déjà fait. Yaya n'avait pas encore signé pour Monaco quand j'ai signé. Ouais, c'est ça. Toi, il était à Donc, Olympiakos. j'ai dit, OK, on va jouer ensemble. Bon, Yaya, il est content et tout. Mais finalement, quand j'arrive, lui, il part à Monaco. Il part à Monaco très direct. Ok, donc t'as Voilà. pas joué avec lui à Olympiakos. Non. Et toi, après, tu t'es blessé plusieurs fois, non? Plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Après, Plusieurs fois à Olympiakos, j'avais que des blessures, j'ai fait une opération de la blessure. Ah ouais. Bon, donc après, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, OK, là, il faut que je me soigne bien. Après, je vois que avec le club, c'est un peu compliqué parce que le directeur sportif change, donc je demande de partir. Et là, je signe, bon, je pars à Monaco, je pars au Barça. En essai. Ouais. Bon. Comment ils acceptent un essai? Ils veulent te voir. Bon, parce que Barça, ils n'acceptent pas comme ça les essais, hein, tu vois, ils savent que c'est Olympiakos, tu vois. Donc, mais comme Dimitri était là-bas, elle était déjà parti, tu vois, donc je pars là-bas, je fais un essai. Mais quand j'arrive, c'est le bordel parce que ils ont l'équipe avec Rashkard qui est en train d'être à la fin. C'est la fin de Rashkard et Voilà, l'arrivée de Guardiola qui était l'équipe B. Voilà, donc on fait même un match avec l'équipe première contre l'équipe B. Moi, je joue avec l'équipe première, tu vois, où Ronaldinho, il me fait une passe magique, je marque le but, bon. Donc, ça se passe bien, tu vois, on rigole. Bon, Messi, parce qu'il a 18 ans, parce qu'il fait jeune, alors que bon, bref, donc, après, je reste, mais après, ça se passe pas bien, le club. Guardiola, il me propose de partir à Almeria. Il parle même déjà avec, oui, parce que, bon, voilà. Donc, mais par contre, Monaco, ils veulent me signer. Il m'a dit, bon, écoute, ton foot, c'est ici. Maintenant, Monaco, c'est très, très bien, tu vois, tout le monde peut voir, bonne chance. Moi, je suis pas à Monaco. Monaco, ils me font faire une visite médicale d'astronaute. Ah ouais. Parce qu'ils savent que je me blesse beaucoup. Ah ouais, ils font un truc, ok. Mais je t'ai dit une visite médicale d'astronaute. Ouais. Mais ça va pas du tout rigoler. Voilà. Mais malgré ça, je reviens, quand je pars en test au Barça, j'avais même pas joué depuis 2 mois. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que je reviens de blessure. Ouais, dans tout ça, ouais. Je reviens de blessure d'Olympiakos. Donc, je suis même pas à ma forme, mais bon, Barcelone, j'avais encore mon truc. T'avais mal, c'était au genou? Oui, parce que j'avais fait une entorse. Ok. Ça, c'est la gestion, quoi, de l'argent qui, bon, bref, donc, mais bon, Monaco, il veut me prendre. Et eux, tout ce qui est mauvais arrive, c'est-à-dire l'entraîneur, il s'est fait virer, Marc Keller, qui est là-bas, qui veut faire le deal. Il s'est fait virer. Moi, je me blesse à 1 semaine. Ah, bon, je reste quand même 10 jours, 2 semaines, mais je me blesse à 3 jours de... Tout mal, ouais. Mauvais mot. Ils m'ont fait faire des trucs, des tests, des trucs. Mais bon, finalement, bon, on ne peut pas marquer les pas. Bon, qu'est-ce que tu veux faire?
J'attends un peu. Après, je signe avec un club en Belgique, 6 mois. Et après, là, je pars à Kuban. Où ça? À Kuban. En Russie. Ouais, parce que la Belgique, je trouvais le niveau un peu... Okay. Quand je pars en Russie, je connais pas. Hein. Je connais pas la Russie, je pars en Russie. Mais le truc, c'est que je pars en Russie en sortant d'une opération de cartilage de 9 mois. Ok. Donc, je peux pas jouer pendant toute une saison. Ah ouais. Tu perds encore une saison là. Une année et demie. Facilement. Une année et demie. Mais toi, t'as perdu beaucoup d'années de matchs. Donc, quand les deux premières. Quand j'arrive en Russie, je fais une première opération parce que je me blesse en préparation. Ah. Donc, le club m'envoie voir le médecin. On me dit, il faut s'opérer. Il dit, bon, ok, on fait une opération. Première opération, on dit, ça va prendre 3 mois. Je la fais. Ça se passe mal. Ah. Tu te fais opérer en Russie? Non, ici. Ah non, ici. Je viens en Belgique. Je me fais opérer une deuxième fois pour dire, ok, on va la rattraper. Ah, t'as pas de chance dans les opérations. Et donc, après 6 mois, j'ai fait 2 opérations. Et là, il décide de faire une grosse. Ah ouais. Là, je vais voir le docteur. 2 premières opérations, puis après une grosse opération. Mais les autres, elles étaient trucs. Mais là, j'ai fait une opération de 1 année out. 9 mois. Ouais, énorme. Donc là, ils mettent des synthétiques et tout. Donc, quand j'arrive en Russie, j'arrive en ambulance. Tout le monde me connaît, mais ils m'ont pas encore vu jouer. Putain, mais je viens en béquille, hein. Je peux rien faire. Mais ils me disent de rentrer. Parce que, voilà, t'as un contrat. Bon, ils m'avaient pas payé, j'avais rien touché, j'ai rien demandé. Pas encore. Mais j'arrive là, ils me reçoivent très bien. Mais j'arrive en ambulance. Tout le monde dit, mais comment on fait signer un joueur qui vient en ambulance? Les gens disent, mais attends, mais c'est pas possible, on peut pas. Il n'a jamais joué, il s'est blessé et il vient en ambulance. Avant, c'est bon. Et on ne me connaît pas. Donc, l'équipe en première division en ce moment, en plus, descend en deuxième division. Ah, trop, ok. Toi, t'as pas de chance encore. Donc, deuxième division, échange d'entraîneur. Mais moi, je n'ai pas encore repris même sur le terrain. Donc, c'est pas très cool, il arrive. Mais on te payait? On t'a payé ces mois de... En fait, quand je suis arrivé 6 mois après en Belgique, en Russie. Après 2 mois, ils m'ont dit, mais toi... T'es qui? Non, mais toi, on te paye. Pourquoi tu touches pas ton argent? J'ai dit, ouais, mais je savais pas qu'on me payait. L'argent, il partait du club, mais il n'est pas arrivé sur Ils m'ont dit, mais on a ta carte. Ils me donnent une carte, je regarde, bon, 6 mois de salaire et tout, mais ils m'ont vraiment... Ils se sont bien occupés. Mais après, quand l'entraîneur, il vient, il veut plus de blagues dans l'équipe. Ah ouais? Donc, tous les blagues... Tu le sens ou il le dit? Il le dit, Petrescu. Don Petrescu, un ancien joueur. Il dit, moi, je veux pas le... Il le dit, on le sait, il ne le dit pas officiellement, mais on le sait. Okay. Après, si tu veux, moi, j'étais en train de revenir de blessure, donc c'était pas facile. Plus quand tu avais un salaire, j'avais un bon salaire, tout ça. Donc, j'ai commencé à jouer que 3 mois après avec le groupe quand l'entraîneur est là. Mais c'est mes premières séances. Mais la première séance, quand il a vu, il a dit, attends, ok. Ah, ok. Bon, il dit, attends, on va regarder ça de près. Et là, il commence à venir me parler, les adjoints et tout. Ah oui, d'où tu viens et tout, oui. Parce que c'est mes premières séances. Donc là, j'ai fait des séances. Et là, il dit, ok, d'accord. Et il m'emmène même avec l'équipe en sachant que je ne pourrais pas jouer. Donc lui, il me préparait déjà pour la deuxième partie. Ouais. Donc je joue mon premier match. Après toute une saison ratée en première division et presque 6 mois. C'est-à-dire que je joue les 2 derniers matchs de la première partie. Donc il me met 15 minutes. Mais quand je rentre sur le terrain, je ne savais pas que les supporters ils m'attendaient. Dès que je touche le ballon, c'est la folie. Ah ouais, ils savaient. Ils avaient entendu pour parler. Un pays qui est raciste, moi, je ne comprends pas. Tu vois un peu. Dès que je touche le ballon, parce qu'ils ont entendu parler. Il a repris l'entraînement, on l'attendait. Le deuxième match, je joue encore 15 minutes, il me met attaquant et tout. Je fais des bons. La deuxième partie, là, on a une préparation de 2 mois. Donc là, je travaille comme un fou. Je viens, je suis titulaire, je ne sors plus de l'équipe. J'ai fini meilleur joueur de l'équipe. C'est le club même, tu vois. L'équipe monte en première division, tu vois. Et là, en première division, il commence à me demander si j'ai d'autres, voilà, bon, là, Lolo, il vient, je fais venir Lolo. En plus, là, je parle avec, c'est moi qui parle directement avec le directeur sportif. Okay. Mais tous les joueurs, j'ai dit à Dimitri, bon, tu peux, les Ivoiriens qui viennent, et tout, le coach, il commence à me donner mon avis. En fait, je prépare ma préparation. Donc, quand je pars en préparation, là, le coach, il commence à voir mon niveau. Ouais. Je dis, ok. Mais déjà, il avait vu, tu vois.
Et là, en plus, je suis appelé en équipe nationale. Après tant d'années de blessures, sans vraiment jouer, revenu de 1 mois et demi, je suis en équipe nationale en 2012. Mais l'entraîneur, il ne me connaît pas. Et je suis appelé, je suis presque dans l'équipe qui fait la CAN 2012. Incroyable. Parce que, avec toutes ces années compliquées. Oui, parce que si tu veux, je finis dans la meilleure équipe de la Russie. Là, le club fait son meilleur résultat qu'ils n'ont jamais fait. Ils sont qualifiés en UEFA, tu vois. Donc, je sors d'une saison. Bon. Tu fais une saison pleine, là. Donc, ils ne connaissent pas la Russie, mais je suis appelé parce que Yaya a dit non, faut qu'il joue. Donc, quand j'arrive, en plus, je dis, il faut tout de suite le niveau. C'était Zawi, François Zawi. Mais l'entraîneur, il doit faire une liste de 22, on est 24. Bon, à moi, il me dit, non, je suis jeune, je suis l'avenir de l'équipe. Mais j'avais déjà 27 ans. Il ne connaissait pas mon âge. Il ne connaissait pas. J'ai dit, bon, je m'en fous, c'est pas grave. Là, il reprit du plein. Mais là, après, j'ai des clubs, je peux partir. Mais là, je signe en Ukraine. Je t'ai dit, mais je signe en Ukraine, c'est incroyable parce que pour moi, déjà, avec le Shakhtar qui brille, une équipe qui brille, on me présente un projet, mais vraiment excellent et tout. Avec bien sûr un MES à l'air, mais j'ai des amis qui ont joué en Ukraine. Et là, j'arrive, je tombe sur un projet qui n'a rien à voir. Ça, c'est quel club? En Crimée? En Crimée. Ouais. Et là, après une année, je ne suis pas bien. Rostov, un club où je vais me prendre, avec un salaire au-dessus. Mais au moment où Rostov me prend, il y a un entraîneur qui vient dans ce club et il a joué à Arsenal. Et tout de suite, lui, il ne voulait pas que je parte. Je dis non, en Ukraine. Et là, je sens l'entraîneur aussi. Ouais. Donc, je prends du plaisir, je reste, mais je fais l'erreur de rester. Après, la guerre. La guerre, après, j'ai eu une infection pulmonaire. 2013-2014. Oui, j'ai eu d'abord une infection pulmonaire. Ah ouais. Le dernier match de mon infection pulmonaire, je joue contre Dynamo. On gagne 2-0. Non, pas 2, 2-0, 3-1. Et en plus, je marque un super but. Et là. Et le lendemain, on me détecte une tuberculose. Ah ouais. Donc là, j'ai fait tous les tests. J'ai fait tout ce qu'il faut pour être sûr. Et effectivement, c'est ça. Tu ne croyais pas au début? Je ne croyais pas parce que j'étais bien. Ouais. Tu vois? Et c'était quoi? Ça a été confirmé? Oui, ça a été confirmé. Donc là, je viens à Abidjan. Il y a des soins qui sont assez lourds. Donc le club me dit, OK. De toute façon, en plus, c'est dangereux là, c'est béculeux, tu vois. Donc on me dit, OK, tu prends ton temps, soigne-toi. Okay. Donc c'est 6 mois de traitement. Après 6 mois, je suis reparti, on a fait d'autres traitements, ils ont dit OK, mais il y a des petites séquelles, bon, séquelles tout à fait normales. Donc, on va t'envoyer aux États-Unis pour être sûr que tu peux être top. Tu rejoues au foot. Donc, je reviens, je fais 3 mois, je récupère un peu, je vais aux États-Unis, chez un médecin à top, un hôpital top. Je n'étais jamais allé aux États-Unis d'ailleurs, mais j'ai regretté d'ailleurs. Non, là, j'arrive un peu dans la tête, non, mais là, ça se passe bien, là, c'est... Mais tiens, regarde, tout est OK, je reviens, je peux jouer et tout. Ah ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je pars en club et tout. Et là, la guerre commence. Ah, OK. Donc, si tu veux, c'est... Oh, putain. OK, donc à nouveau, un arrêt. Ouais, là, je pars. Bon, on part en Turquie. Bon. Après, on dit, attendez. Bon, là, je vais faire mon projet. Ah ouais, voilà. Et là, t'arrêtes. Là, j'arrête parce qu'ils voient le talent, ouais. Un peu gâché. Un peu gâché, mais bon, l'histoire au global, elle est belle et t'as une vie incroyable. Non, beaucoup. Mais... c'est beaucoup de... Oui, vu le truc, c'est beaucoup de gâchis. Ouais. Tu vois, beaucoup de gâchis, mais en même temps, c'est une expérience. Aujourd'hui, les jeunes, tout ce que tu as vécu. Voilà, aujourd'hui, c'est une expérience. Je ne regrette pas ce que j'ai vu maintenant. Ouais. Non, ça là, ce que j'ai vu, c'est le plaisir de voir les gamins jouer, parce que là, voir le puzzle se mettre en... Non, c'est top. Parce que là, toi, tu as décidé, après mettre fin à ta carrière et de créer une académie. Ouais. Et j'avais déjà ça en tête. Ici, tu avais ça. Et tu as eu un bon professeur que tu as pu voir pendant quelques années. Voilà, tu vois, c'est un avantage. Ouais. Et surtout l'expérience de l'académie. Et même surtout Abidjan City Football. Ouais, Football Club. Abidjan City Football Club. Mais surtout mon expérience même. Parce que c'est un moment difficile. Ça te prépare justement à être un meilleur conseiller. Tu vois, et c'est pour ça que je dis il est important de faire les bons choix sportifs et il est important d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Parce que le reste, tu l'as déjà. La qualité. Le reste, tu l'as. Et c'est pas difficile, tu t'entraînes tous les jours, tu es sur un terrain. Ouais. Mais si tu n'as pas les autres clés, ça peut être un gâchis.
comme ça l'a été pour beaucoup. Ouais. Non, moi aussi, hein, Bah, j'ai des blessures, tu vois. S'il n'y avait pas ces blessures-là, ça change. Et c'est des blessures malheureuses, parce que j'ai plein de blessures, des trucs. Oui, mais si je suis bien conseillé, je me blesse pas à Beverly. Tu vois, je me prépare bien comme il faut avant les entraînements. J'évite de jouer ces matchs-là. Après, je suis très bien. Quand je reviens même du GAT, là, je suis très, très bien, tu vois. Après, bon, le truc, ça, je peux pas aller contre le choix de l'Ukraine, c'est ma faute. J'avais d'autres choix. Donc, il faut avoir autour de soi c'est et là, c'est ce important. que tu essayes d'emmener en plus dans oui, ça dans fait ton partie projet. de mon projet. Non, mais ça fait partie maintenant de mon projet. Intégrant de ton projet, oui, bien accompagner avec les joueurs. je parle avec les joueurs, je parle avec Dao, je parle avec Anissé, je parle avec les directeurs sportifs. Si j'ai l'opportunité de parler avec le coach, je le fais, tu vois, mais je parle aussi avec surtout les directeurs sportifs pour parler du joueur, pour comprendre ce qui se passe, comment il évolue. Et ça marche là, depuis des années. Là, ça comme les joueurs, ça oui, parce que déjà c'est un travail qui est fait aussi en amont. Moi, je parle beaucoup avec les joueurs ici. Tu vois, je leur explique comment ça se passe, mon expérience, tu vois. Et je fais tout pour que ces joueurs-là puissent partir. Là, on a un joueur qui est parti à Reims. Il a 16 ans et demi, il ne peut pas signer. Mais Reims, ils ont quand même voulu le voir parce qu'il y a de la qualité. Il allait faire un essai. Voilà, c'est pas nous qui payons, c'est eux qui invitent. Tu vois, parce qu'ils commencent. Ils savent. Voilà, ils viennent parce voir, qu'ils avaient des vidéos. Ils avaient vu un autre attaquant qu'ils auraient pu signer, d'ailleurs, mais ils ont signé Kamori, qui est chez nous. Donc, ils disent, ça travaille bien. Marseille qui vient, ils ont vu, ils ont fait. Donc, les clubs, ils veulent les voir plus tôt parce qu'ils veulent tout. C'est aussi une façon d'être plus vite que les autres au moment où ils doivent faire l'offre, tu vois, parce qu'on peut anticiper des ventes, tu vois. Mais là, maintenant, vous êtes beaucoup d'académies. C'est une grande différence à l'autre époque, dans les années 90. Là, à Abidjan, c'est un gros d'académies de différents niveaux. Mais des gens qui ouvrent des académies, c'est impressionnant. Oui, à Abidjan, pas autant qu'au Sénégal ou à Bamako, parce qu'il y a beaucoup de clubs. Oui, qui font de la formation, mais c'est pas des académies. C'est pas des académies. Voilà, même nous aujourd'hui, c'est vrai, on rivalise avec les académies parce que c'est aussi une question de budget, mais c'est pas aussi une question de budget, c'est aussi une question de travail, de compétences, tu vois un peu. Mais en réalité, c'est vrai, il y a beaucoup de la concurrence est rude. Et même on est en concurrence avec les Maliens puisque on va sur le marché européen. Quand les clubs quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils font un passage au Mali, ils font un passage au Ghana, ils font un passage au Nigeria. Ils font partout en Afrique. Et la qualité, elle est partout. La qualité, elle est partout. C'est ce que me disait Patrice Baumel dans un de mes derniers podcasts, quand c'est sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de la Zambie. Il disait non, mais c'est juste, il y a des pays même qui sont pas encore trop connus pour le football, mais où il y a la qualité. Oui, mais en Guinée, la Zambie, la Guinée, parce que eux, et puis justement, c'est des concurrents pour nous parce que ils mettent plus de moyens dans les académies. Tu vois, Jean-Marc, il a une influence incroyable au Mali, mais eux, ils l'ont vraiment suivi à la lettre. Ils ont fait le contraire de ce qui aurait dû se faire, enfin, ce qu'on aurait dû faire ici en Côte d'Ivoire. Là, ils l'ont suivi. Ils ont suivi, ils ont compris. Donc, il y a des académies avec des budgets. Nous, c'est nos concurrents. Voilà, nous, c'est nos concurrents. Et aujourd'hui, quand on joue des matchs, on les bat. Voilà, après, il y a la détection. Moi, je suis impliqué aussi à 200%. Et on voit que, je ne sais pas s'il y a une méthodologie ici, il doit en avoir une, même si c'est la simplicité, comme il aime bien dire Jean-Marc Guillot, Régis Laguesse, ils font des choses très simples. Mais toi, on voit que c'est ce que tu connais, comme tu dis, dans la formation. Tu fais un peu ce qu'ils ont fait avec toi. Quand je voyais les joueurs tout à l'heure, ils jouent pieds nus, bien sûr, ça c'est un peu la marque de fabrique, mais même vous avez à peu près les mêmes... T'essayes de... Oui, c'est... Non, j'essaye même pas. C'est naturel, voilà, c'est ce que tu connais. Je n'essaye pas parce que je pense que je le fais pas en essayant. Je sais ce que je fais. J'essaye pas, je sais que ça va marcher. Et je sais le faire parce que justement, c'est comme un professeur qui a été un élève. Tu vois, aujourd'hui, je suis un peu le professeur des élèves, tu vois, mais j'ai été un élève, j'ai appris.
Tu vois, j'ai appris parce que, bon, je vais dire, même à l'académie, on faisait pas que du foot, hein. Oui, on avait l'école, mais on faisait aussi, on va dire, comment on dit même, de ce qu'on appelle la technologie, la théorie. On apprenait à parler le football, on apprenait les thèmes de footballistiques. Ah ouais, il y avait de la théorie Oui, du football. oui, on peut, on avait des tests. Moi, il y a des amis qui m'ont demandé de faire consultant parce que, bon, on peut parler football, tu vois, ça, c'est à l'académie, on a appris ça. Tu vois, on peut expliquer les actions, on peut expliquer. Voilà, on a appris. Parce qu'on a appris. On a appris sur le terrain et en dehors du terrain, on faisait des cours. Le Jean-Marc qui nous faisait des cours, des théories. C'était très intéressant. Donc aujourd'hui, bon, c'est quand même plus simple pour moi de faire la même méthode. Tu vois, que autre chose. Ouais, c'est plus facile, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire, et puis ça marche avec nous-mêmes, tu vois. Donc, t'es très et puis, confiant, nous sommes la première expérience. Des cobayes. Voilà. Donc, on est les produits d'une idée audacieuse, tu vois, mais qui a marché, mais qui était extraordinaire, mais ça, à l'époque, extraordinaire, parce que ça se faisait jamais. Mais on a vu comment le coach il faisait, comment il y croyait et tout. Au départ, les gens se moquaient, mais pourquoi il joue pieds nus, voilà, et tout. Bon, il a des explications, il le dit clairement, c'est pour que le jeu aille plus vite, parce que les gestes sont plus rapides, on travaille mieux la cheville, bon, il explique, hein. C'est vrai qu'on avait fait un match une fois parce que l'adversaire avait mis les chaussures, et nous, on avait mis les chaussures. Putain, on avait tellement été mauvais avec les chaussures, parce que les chaussures, en fait, les gens, pour les gamins, c'est lourd. Aujourd'hui, tu as des chaussures quand même beaucoup plus légères. Parce que nous, à l'époque, c'était les Stan Smith qui nous avaient mis. Mais les chaussures, c'est lourd pour un gamin. C'est un poids en plus. Donc, il est plus lent, il va moins vite. Il a un peu plus de mal au niveau des articulations, au niveau de la cheville. C'est pas évident. Tu te rappelles la première fois que tu as joué aux chaussures? Non, c'est bizarre. Vaut mieux. Mais nous, t'as pas aimé? Non, mais c'est désagréable. Mais nous, dans les quartiers, on a fait beaucoup de matchs. Tu jouais déjà pieds nus. On jouait pieds nus. Donc, lui, il a compris sur le tas qu'il fallait faire pieds nus. Tu vois. Donc, lui, il a vécu des choses qui ont aussi changé, qui nous ont fait changer. C'est ça. Il est peut-être pas venu avec cette idée, mais il a vu que ça pouvait marcher comme ça. Il a bien compris et il a eu raison. Non, il a eu raison. Il a eu raison et bon, voilà. Donc, c'est ce que nous on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Je te souhaite que ça réussisse pour les gamins d'ici. Et voilà. Mais bon, je sens que vous êtes bien parti dans cette académie. En tout cas, on est bien parti. En tout cas, on est très, très bien parti. Maintenant, on a eu beaucoup de difficultés. Parce que ça, il faut le dire, le foot est encore vu comme un sport de loisir en Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas compris encore que si tu veux, c'est quelque chose de sérieux, tu vois, c'est professionnel, tu vois. Le foot doit être considéré comme un véritable métier, tu vois, donc un véritable business aussi. Et puis, il faut que les gens comprennent que c'est une opportunité même pour le pays d'avoir autant de talent. Donc, mieux organiser tout ça. Ils n'ont pas encore compris. Donc, évidemment, on est pris en tenaille par certaines idées, tu vois, qui nous ralentissent, qui nous mettent en difficulté. Tu vois. Il n'est pas considéré encore comme comme on dit, une filière d'excellence. On ne dit pas que ces joueurs professionnels, c'est une filière d'excellence comme une autre. Bon, c'est du sport, mais c'est un parcours, ça crée des personnes des artistes très différentes. Oui, mais c'est ça. Parce que c'est de l'art, parce que le foot, déjà, moi, ils considèrent le foot comme de l'art. C'est parce que déjà, il faut du talent, mais il faut beaucoup de travail. Et c'est des choses, si tu veux, il y a des séquences dans le foot, c'est extraordinaire, quoi. Donc c'est de l'art, tu vois, c'est quelque chose, c'est inédit, il y a toujours ça. Donc c'est quelque chose qui doit être considéré comme étant un métier d'excellence, comme tu dis, tu vois. Et on a du talent. C'est ça surtout. Donc c'est mal exploité, tu as la corruption au niveau des institutions. C'est toujours compliqué. Donc, ça te met dans une situation, mais dangereuse. On est en danger deux fois. Donc, on est obligé de se battre, de faire tout ce qu'il faut. Y a pas, les mecs, ils respectent pas toujours les règles.
Ouais, toi, c'est une perte d'énergie à côté pour mais oui, maintenir mais tout c'est ça. pas nécessaire. Ouais. C'est pas nécessaire parce que de toutes les façons, on est tous perdants si on fonctionne comme ça. Ouais. Aujourd'hui, si notre football est affaibli, c'est parce que les clubs sont faibles. Mais si les clubs sont faibles, mais ça ne donne pas, je veux dire, vraiment des garanties à une fédération de s'enrichir. Tu vois? Donc, ça, bon, Ouais. je sais pas. Tout le monde est perdant. Ouais, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Regarde Jean-Marc, il vient avec un projet comme ça, lui, tout seul. Regarde comment il change le paysage footballistique. Ouais. Regarde comment il révolutionne même. Et regarde comment il est considéré. Regarde comme, mais, tu vois. Mais imagine si la fédération dit, OK, ça, c'est une priorité. C'est la priorité, la formation, cette méthode qui a déjà marché, qu'on connaît, qui nous connaît. Tu vois, on met ça en place. Mais, putain, tu domines. Tu domines. Dans 10 ans, tu es favori à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas possible que ça soit autre chose. Parce que ça a déjà existé. Bien sûr, il y a de la concurrence, mais la concurrence, contrairement à ce que certains pensent, elle nous rend plus forts. La concurrence nous rend plus forts. Donc, oui, bien sûr, parce que tu as déjà des joueurs très tôt qui sont dans cette compétition-là, qui doivent être excellents. Donc, ils sont toujours dans la concurrence. Ouais. Ils doivent faire toujours le bon geste, le bon choix. Ouais. On accepte qu'ils se trompent, mais on veut corriger. Donc, ils sont dans cet état d'esprit. Bien sûr. Mais là, ce qui est un peu triste, c'est qu'il y a la concurrence, et c'est très bien, mais il n'y a pas d'organisation. Cette concurrence, finalement, c'est pas une vraie concurrence, parce qu'il n'y a même pas de championnat, il n'y a pas de confrontation, donc c'est une concurrence un peu bizarre, en fait. Oui, mais bon, de toute façon, oui, mais la concurrence, comme je parle de concurrence, on est des adversaires sur le terrain quand on joue. Mais il n'y a pas vraiment de tournoi. On a des trucs, voilà, mais après, on est tous empiétés dans cette merde, hein, que ce soit des académies de Jean-Marc ou d'autres. Ça, donc, on est dans la merde, hein, on est tous concernés, tu vois. Mais, on essaie de s'auto-organiser, tu vois, et on fait des matchs. Entre vous, comme tu ça. vois, nous, on fait des tournois, hein, quand nous, on va au Mali. Bon, tu as raison, quand on va au Sénégal, oui, c'est une expérience et tout, mais on est obligé de payer des billets d'avion, c'est des gros budgets. Pour un voyage de 10 jours, c'est de gros budgets, mais on est obligé de le faire parce que justement, on a besoin de ces matchs. Bien sûr. On a besoin de jouer ces matchs-là. On a besoin de ces expériences-là parce que il n'y a rien qui est fait ici. Il n'y a rien qui est fait. Donc, voilà, mais il y a du talent. Il y a du talent. Il y a du talent. Ouais. Et puis, mais de toutes les façons, ce sont ceux qui s'intéressent à la formation, qui sont concentrés, c'est eux qui doivent changer les choses. Les autres, ils comprennent rien. C'est ça, c'est toi voilà. qui... Voilà, donc il faut qu'on ait des résultats. Ouais. Il faut qu'on ait des résultats. Pour se faire écouter, pour pouvoir faire changer les choses. C'est pour ça que ce dossier au TAS, on est allé... Pour une histoire d'un joueur que... Mais aujourd'hui, on veut faire comprendre que nous, on connaît nos droits. Et c'est un club il faut qu'il soit, oui, mais il faut qu'il soit puni pour que ces clubs comprennent que justement, on doit travailler plus sérieusement avec vous dans les règles de l'art. On doit payer s'il faut payer. Si on peut pas payer, c'est d'autres qui vont payer. Et laissons les parents. Cet argent-là, nous, on doit l'investir. Il y a un joueur qui s'est formé dans ton académie, qui est parti un peu par d'autres biais. Donc, ils n'ont pas reconnu comme toi, ton club formateur. Non, mais ils l'ont tout simplement volé. Ils l'ont volé. Voilà, ils l'ont volé, c'est le thème. Ils l'ont volé avec l'aide de la fédération. Voilà, donc aujourd'hui, il ne faut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on va au bout aussi. Donc c'est un combat permanent, inutile des fois. Surtout que tu avais tout bien fait, c'était tout organisé, les contrats et tout, et finalement, même comme ça, tu peux te faire voler des joueurs. Donc, il ne faut pas que ça soit... C'est des choses que tu rencontres en Afrique. Ça en fait Europe du aussi. temps. Là, pour qu'un club européen fasse ça, il faut qu'il soit... Il faut être fou, hein. Ça, c'est quelque chose de... Enfin, c'est en Afrique, tu vois ça. Pour être honnête, c'est en Afrique, voilà. Bon, Marco, et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, même si... Bon, nous, on a qu'une envie, c'est de faire partie des meilleures académies, voilà, reconnues partout, respectées, avec des talents qui sortent. Voilà, mais bon, pour ça,
c'est tout simplement, moi, mon rêve, c'est de sortir des joueurs qui vont faire des grandes carrières. C'est ça. Je veux que mes joueurs fassent de grandes carrières, surtout ça. Tu vois, après, si tu veux, ce sont mes ambitions personnelles, tu vois. Voilà, après, il y a le club forcément derrière. J'ai envie de faire un club référent, tu vois, avec, pour faire changer les choses après. Pour faire changer les choses, un véritable club avec ses infrastructures, tu vois. Quelque chose de vraiment... Je veux mettre en place quelque chose qui est à la hauteur des talents qu'on a. Je dis à la hauteur, tu vois, parce qu'on a des talents, mais ils méritent d'avoir quelque chose qui soit à la hauteur. Et c'est comme ça que moi j'ai été formé à la SEC et tout, à l'académie. C'est pour ça que je suis sorti d'ailleurs. Et si on veut donner toute la chance à nos talents de briller comme les Brésiliens, il faut mettre des choses en place. Donc moi, mon objectif, c'est vrai, c'est à niveau de mon projet, mais c'est surtout le football ivoirien que je veux aussi contaminer, tu vois, avec ma vision. Voilà, bon, bien sûr, on ne sait pas tout, hein. Voilà, toutes les bonnes idées, il faut les prendre. Mais moi, j'ai envie vraiment de voir une équipe, un championnat de Côte d'Ivoire qui est reconnu de par sa qualité de travail, de talent, avec des infrastructures qui sont vraiment à la hauteur de ce qu'on veut voir pour le foot. Une équipe nationale avec des joueurs formés, que ce soit à Abidjan City, chez Jean-Marc ou chez Hamza, chez d'autres académies, mais les meilleurs, parce que déjà ils sont concurrents dans un championnat ici, qui est suivi de jeunes, 14 ans, 15 ans. Bon, et tu vas le voir? Moi, c'est mon rêve, j'ai vécu mon rêve, et c'est ça que je veux que les gamins vivent à une plus grande échelle. Bah ouais, merci pour tout ce témoignage et je te souhaite que des réussites pour toi et tes joueurs. Et à très bientôt. Merci. Merci Marco pour cet échange et pour nous avoir raconté de l'intérieur la légende Jean-Marc Guillot. Voilà, vous venez d'écouter le 53e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir les prochains épisodes avec d'autres académiciens ainsi que celui avec Jean-Marc Guillot. À bientôt.